Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2025. Il est 8 h et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Amel Larbi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, ça peut aller. Alhamdoulilah, la musique algérienne, ça te dit? Bah oui. On aime bien. Oui, oui. Avec toutes les variétés, toute la richesse. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. Et puis ce brassage aussi, ces mixtures qu'ils font, on va dire, avec la musique moderne, musique traditionnelle, ça donne une très très belle fusion musicale, n'est-ce pas? Ah, c'est très beau. Alors si je te parle de musique algérienne, Amel, c'est parce que l'une de, on va dire, de nos consoeurs, donc journaliste qu'elle était, a créé un podcast justement pour faire la promotion de tous les artistes algériens, enfin comme elle peut, on va dire, pour inviter donc les artistes algériens afin de parler de leur parcours, de leur musique, de la richesse donc et de la diversité des genres musicaux que nous avons en Algérie. Elle sera parmi nous pour nous parler de cette aventure. Et aussi, ce matin, nous allons rendre hommage d'une manière un peu particulière à l'une des artistes, l'une des premières artistes femmes d'ailleurs, oui, bon, elle est fan finalement de l'art, mais c'est vraiment l'une des premières femmes artistes algériennes, donc qui ont défié d'ailleurs qui ont beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Il s'agit de Sohila Belbahar qui nous a quittés il y a quelques années, la rahma wa. Et bien aujourd'hui, c'est sa fille qui est en train donc de faire le tour un petit peu, de recouper toutes les archives autour de sa maman, effectivement, pour lui rendre hommage et surtout faire connaître tout son travail qu'elle a fait durant toutes ces longues années de sa carrière artistique. Et aussi, donc, nous terminerons... avant de terminer l'émission, il y aura Samira Hadj Amal cette fois-ci qui va nous parler de patrimoine et cette fois-ci elle va nous parler d'une personne, patrimoine à elle seule, qui nous a quitté cette semaine, d'ailleurs la rahma wa Badilala. Alors Badilala qui était, on va dire, l'un des bastions défenseurs de la musique tergui, de l'imzad. Elle a été même enseignante, elle a transmis donc ce savoir-faire et surtout donc le jeu à cet instrument à beaucoup de femmes justement pour la préservation de cet instrument. Et comme chaque vendredi, Dr Fethi Benachtoui sera parmi nous. Il va nous parler donc d'un sujet d'actualité d'ailleurs, puisque nous sommes en plein saison printanière. Il va nous parler de la sinusite. Ah d'accord. Voilà. Ça va? Tu n'en souffres pas? Les allergies peut-être. Les allergies peut-être, la sinusite, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pourvu que ça dure. Inch'Allah. Voilà, on aura justement quelques conseils pour ne pas que notre allergie se transforme justement en sinusite. C'est très très désagréable pour ceux qui connaissent un petit peu la sinusite. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant cela, Amel, un petit coup de météo? Un petit coup de météo, un avant-goût peut-être? Il va faire chaud. Oui. Ouais. Malheureusement, oui. Ah d'accord. On va toujours rester sur les températures estivales? Par endroit. Par endroit. Par endroit. D'accord, voilà. Allez. On aura un peu plus de détails, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et donc un avant-goût pour aujourd'hui, il va faire chaud, tu nous dis? Oui, malheureusement, oui. Alger, à l'est surtout. À l'est surtout. Ah oui, des températures assez élevées, oui. Pas de pluie? Même pas en soirée? Si, quand même. Mais voilà. Sur les hauts plateaux. Sur les hauts plateaux. Oui. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y ait de la pluie quelque part. C'est qu'on voit un petit symbole. C'est déjà pas mal. Effectivement. Allez, c'est à toi, Amel. Merci beaucoup. Nour. Bonjour et bon réveil à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel localement nuageux sur la région de l'ouest et le centre, comme on peut le voir sur la carte. Ces nuages vont donner des pluies, quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses et qui seront parfois accompagnées de grêle, et oui, sur les régions intérieures et les hauts plateaux de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé. Toujours des passages nuageux sur les hauts plateaux est. La moitié sud, un ciel localement nuageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le sud des oasis et le sud-ouest. Mais le sud-ouest sera accompagné parfois d'orages isolés. Partout ailleurs, rien à signaler. Le temps restera dégagé à partiellement voilé. À noter des mouvements de sable vers le sud
sud-ouest, l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental. Les températures, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire, mais plutôt chaud cette fois-ci, sur l'est du pays, également sur l'ouest, avec toutefois un maximum de 27 degrés à Batna, Djelfa également, Tiaret, Lisane, 26 degrés à Tizi Ouzou, 25 à Alger, Galma, 24 degrés Sétif, Constantine, Tlemcen, 21 degrés à Oran, 23 à Naba, au sud 31 degrés à Béchar, 35 Gardaya, 36 Biskra, 37 degrés Tindouf, Filizi, 38 à Insalah, 35 à Janet, 36 degrés Tamanrasset et Adrar, et enfin 34 à 44 degrés de Ingzem vers Borj Bedjouartal. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront du secteur nord-est et jusqu'à 30 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront du secteur sud-ouest. Un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, où le ciel restera partiellement voilé à New York, également Miami, Dallas, Californie, Vancouver, quelques pluies prévues à Mexico, un temps nuageux à Montréal. Le mercure affichera 18 degrés à Vancouver, 13 seulement à Montréal, 24 à New York, 27 degrés Dallas, Miami, et le maximum cette fois-ci à Mexico avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. On retiendra des températures plutôt estivales. Hein. Estivales, oui, on peut dire, avec 3 degrés de plus. Hein. Ah, quand même. Pas oublier, c'est des températures à l'ombre. Hein. À l'ombre, voilà, effectivement. Alors, juste un petit mot pour surtout les jeunes hommes hein, qui ont déjà commencé à nager, voilà, qui ont déjà commencé à visiter les plages. Donc, vigilance surtout, nous sommes qu'au mois d'avril. Oui, je suis d'accord. Voilà, pas visiter, nager. Oui, nager, il faut éviter, d'autant plus que la saison estivale n'est pas encore lancée. Exact. Donc, il n'y a pas encore de protection autour autour des plages. Donc, malheureusement, c'est justement durant ces périodes-là où on note plus de noyades. Donc, vigilance, s'il vous plaît, par rapport à la nage. Voilà. Visiter, allez-y, pourquoi pas. Faire un pique-nique, pourquoi pas. Mais la nage, c'est pas encore le moment. Les pieds dans l'eau, c'est pas. Voilà. Aussi pourquoi bien. pas. Ouais. Voilà. Mais nager, non. Nager, il faut attendre un peu. Exactement. Il faut attendre un peu. C'est pas la saison. Voilà, donc il va faire chaud aujourd'hui. Voilà, autant profiter, hein, c'est le week-end aussi. Hein, pourquoi pas. Ouais. Voilà, alors Amel, aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle. Exceptionnelle, pour nous. oui. Voilà, c'est une journée un peu exceptionnelle. Allez, on va dire. Pour moi, c'est ma grande sœur, hein, finalement, Myriam Hakkak, qui est notre rédactrice en chef. Et donc, au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de toute l'équipe de la Régie 7, de Canal Algérie, Myriam, on te dit joyeux anniversaire, on te dit longue vie, on te dit beaucoup de bonne santé, beaucoup de belles choses, plus de réussite et que le sourire ne te quittera jamais. Inch'Allah. Et surtout, Amel, ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'on reste toujours unis, comme nous le sommes. Très, très important. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et je vais aussi profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur Khalida. Je dis joyeux anniversaire à toi, longue vie et surtout beaucoup de santé, Inch'Allah. Et je te souhaite prompt rétablissement. Voilà. Joyeux anniversaire. Allez, je te laisse, Myriam, apprécier la petite chanson. Eh ben voilà, tu mérites. Longue vie. Voilà, tu mérites le meilleur, Myriam. Voilà, Amel. Donc merci beaucoup, Amel. On se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après le journal télévisé du midi, après celui de 19h et demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Allez, à tout à l'heure, Amel. On continue. Et donc ça va être pause musicale cette fois-ci. Et ce sera le Habib Diali. Je vous laisse apprécier.
Retour sur le plateau, cette fois-ci nous allons nous intéresser à la santé, particulièrement la sinusite en compagnie du docteur Fathi Benachtou et ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Anwar, comment ça va? Ça roule, alhamdoulilah. Il Alhamdulillah. fait beau, le ciel Oui. est bleu. On aimerait encore un peu plus de pluie. On aimerait, effectivement. Inch'Allah, Inch'Allah. Surtout que les agriculteurs aiment bien la pluie du mois d'avril, du mois de mai. Le Zvana, comme ils Oui, disent, exactement. le truc, c'est les pluies, chez nous, c'est au printemps, Oui. mars, avril. J'espère qu'on aura encore un surplus de pluie. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. On attend avec impatience que Amel Larribi nous annonce des pluies. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a annoncé? J'ai pas Elle a annoncé du beau temps aujourd'hui, Un 25 soleil degrés. radieux. Un soleil radieux avec 25 degrés sur Alger aujourd'hui. Ah, un peu c'est- plus élevé à l'est aussi. Ben voilà, hein, finalement, je m'y mets à la météo. Hein. C'est important, la météo. Effectivement. Alors docteur, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la sinusite, n'est-ce pas? Oui, c'est lié Alors, à la météo. C'est lié à aussi. la météo, effectivement. C'est lié à la météo. Donc ceux qui souffrent de la sinusite connaissent un bon bout, particulièrement en cette période printanière. C'est vrai. Pourquoi? D'abord, il faut expliquer, en médecine, l'appellation des maladies, le nom qu'on donne, explique la maladie. Sinusite, c'est quoi? Vous savez qu'on a des os de la face, la face. Mais ces os de la face comportent des trous. Qu'on appelle en italien, en latin, les sinus. La langue Oui. latine, les sinus, ça veut dire c'est des trous. Et le suffixe it, sinusite, le it signifie toujours une infection ou là une inflammation. Une gingivite, Oui. Alors ce sont ces trous, ces sinus qui très souvent s'enflamment ou se remplissent de pus. Et là, ce qui est important aussi, c'est la clinique. La clinique, et ça c'est important, dans le sens où on a la face, notre face, où il y a des douleurs. Oui. Soit au niveau du front, soit au niveau, parce que les sinus sont là, Oui. soit au niveau autour des oreilles, on a mal aux oreilles, et dans des cas beaucoup plus graves, on a un écoulement de pus. Oui. Et c'est une infection, infection. Et à ce moment-là, il faut la traiter parce que ça peut poser problème. Cette partie-là, on respire, le visage, la vision, tous ces éléments-là, il y a santé et bien-être, on est vraiment mal. Oui. Mais le pire, c'est quand c'est une infection. À ce moment-là, on la traite comme toute infection avec des antibiotiques. Ou bien il y a des situations où, et ça c'est le rôle de l'ORL, Oui. quand c'est une situation beaucoup plus grave, il y a des interventions un peu plus poussées. Mais qu'est-ce qui cause finalement la sinusite, docteur? La sinusite, c'est d'abord, comme j'ai dit, c'est soit une infection, soit une inflammation. Il y a beaucoup d'éléments au niveau de la cloison nasale, au niveau des os, qui peuvent donner justement cette infection des sinus. Voilà, nous avons une Voilà. image ici, peut-être qu'on On pourra a, la commenter. sous forme de papillon. Et on a, là, il y a toujours une obstruction nasale, ça c'est important parce que Oui. c'est enflammé, c'est tous ces Oui. éléments-là. Mais elle est très bien faite, ce schéma, et vous voyez comment elle peut se remplir de pus. C'est des trous, des cavités, beaucoup plus des cavités qui peuvent se remplir. Vous voyez pourquoi on a mal aux yeux, c'est parce que aussi il y a une inflammation au niveau de la surface de l'œil. Et c'est comme si on a une dent qui fait mal, mais on a pratiquement la moitié du visage qui fait mal parce que une infection, elle se propage. Et voilà, on se mouche, mais ça c'est du pus. On peut aller carrément chercher ce pus au niveau de l'ORL, attention, et c'est à lui de décider. En fin de compte,
ça peut des fois une allergie maltraitée, mal prise en charge. Maltraitée, tous ces éléments-là. Et c'est une région, remarquez, tout le corps est une région sensible, mais là c'est beaucoup plus parce qu'on est mal à l'aise et tous ces éléments. La sinusite, c'est pas méchant, mais il faut s'en occuper, il faut pas tomber sur le coup de prendre du paracétamol pour calmer la douleur, ou bien de forcer. On a l'impression qu'on est obstrué, c'est obstrué, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui obstrue, alors que là c'est l'inflammation, c'est carrément une infection qui fait que ces éléments-là. Un petit peu, voilà ce que c'est. C'est pas important, mais c'est un mal-être. C'est gênant. C'est très gênant. Et beaucoup plus grave s'il y a du pus. Le pus, ça veut dire que c'est une infection. À ce moment-là, il faut traiter, il faut évacuer ce pus, il faut éradiquer les microbes, entre guillemets, qui sont la cause de ça. Voilà ce que c'est que la sinusite. Alors, mais sinon, on la traite comment? Elle se fait comment, la prise en charge donc, de la sinusite? La prise d'abord bien diagnostiquée, aller chez l'ORL. C'est pas de se dire j'ai mal au front, j'ai mal à la tête, je vais prendre un peu de paracétamol ou autre. Non, quand c'est vraiment douloureux, quand c'est persistant, quand c'est ces éléments-là, je crois qu'il faut aller et diagnostiquer. On a on appelle ça des incidences, c'est-à-dire des angles de radio. Qui vont visualiser ce qu'on voyait, ce qu'on visualisait, ces sinus, et on voit la présence soit d'une inflammation, soit réellement d'une infection, par exemple du pus qui est présent. Mais, ça, c'est important. Très souvent aussi, le fait, c'est ça qu'on s'acharne à prendre des antidouleurs classiquement. Ah non, parce que quand on a mal à la tête ou là autour des yeux, classique chez nous, j'ai mal à la tête, je vais prendre mon comprimé. Mais là, non, si on a des antécédents d'allergie, tous ces éléments-là, il faut faire attention. Et s'il y a une infection, elle peut se propager, aller ailleurs que les sinus et monter. Le plus grave, c'est faire un abcès du cerveau. C'est-à-dire qu'une infection, vous savez, ça, les bactéries, les microbes, comme je dis, ça bouffe et ça se fait son chemin. Ça, je cite les cas les plus extrêmes qu'on peut négliger. D'autant plus que maintenant, il y a des ORL, sont disponibles en Algérie, l'Argamanu, comme on dit, ils sont un petit peu partout. Il faut poser diagnostic et ne pas oublier, à ce moment-là, on passera des radios, on passera pour visualiser l'état des sinus qui peuvent entraîner ce qu'on appelle la sinusite. Alors, docteur, est-ce que, par exemple, faire des petits massages, est-ce qu'il y a des tisanes particulières, des remèdes de grand-mère, encore une fois, sur lesquels on peut compter pour soulager au moins la douleur? Parce que ça reste quand même douloureux. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Ce qui est important chez un médecin, c'est de d'abord diagnostiquer une situation. J'ai mal, je me sens le nez bouché, tout ça, c'est une situation. Je précise ce que c'est. À partir du moment où c'est diagnostiqué, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est documenté, si vous voulez, par des radios. À ce moment-là, c'est le diagnostic qui me permet de choisir ma thérapeutique. Si c'est du pus, vous savez faire des fumigations. Si c'est du pus, il faut faire quoi? Si c'est du pus, il faut l'extraire. D'accord. Et ça, pas soi-même. Oui, pas soi-même. Donc c'est un spécialiste qui doit le faire. Pour éviter qu'il ne s'étale et qu'il passe à autre chose. À ce moment. Mais là, quand on a cette médecine douce, comme on dit, on peut le faire, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où on a traité la cause principale. Ça, c'est parce que j'ai dit qu'il y avait une allergie, on peut confondre avec une allergie. Parce que le terme nez bouché, il est trop vaste. Trop vaste, voilà, trop large. Voilà. Et bouché par quoi? Est-ce que bouché par quelque chose de réel, du pus ou un truc comme ça?
Et ça c'est important. Mais boucher parce qu'on fait une allergie ou là d'accord. Un petit rhume, une petite grippe, tout ça, ça bouge effectivement. Comment? Je disais un petit rhume, une petite grippe peut-être. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de ne pas passer à côté d'une sinusite par notre comportement. Ah non, on fait des fumigations, on fait des trucs comme ça. Non, d'abord, on a les yeux on est mal à l'aise. Il n'y a pas un bien-être. Vraiment un être avec élévation de température, s'il y a une infection, tous ces éléments-là. Ça, c'est important. Est-ce que la sinusite touche les enfants, docteur? C'est rare. C'est pas que c'est rare. Ils peuvent être touchés. Attention, qu'est-ce qu'on entend d'abord par les enfants. Ça peut être présent, mais là, on appelle ça une infection de voisinage. Ça peut une otite purulente peut entraîner tous ces éléments-là. C'est ce qu'on appelle, très important aussi, c'est ce qu'on appelle la sphère ORL. La sphère ORL, il faut l'explorer et surtout, bon, les enfants c'est normal, ils ont un système immunitaire qui est très, très faible, ils peuvent être sujets à des infections au niveau de la sphère ORL et c'est pour ça que j'en profite pour parler de l'allaitement naturel qui est extrêmement important parce qu'il renforce les défenses. Et ensuite, je demande aux mamans de ne pas trop s'acharner à nettoyer, et c'est la maman qui sourit, de ne pas trop s'acharner. Et en voulant bien faire, finalement, on va... D'abord, je salue les mamans, ça c'est très important, mais il ne faut pas s'acharner. Il faut nettoyer, ça c'est important, mais ne pas s'acharner à faire introduire des trucs et tous ces éléments-là. Mais s'acharner à allaiter naturellement son bébé. Voilà. Donc, mot d'ordre encore une fois, c'est à prévenir. Donc, si on a des petites allergies, à prendre en charge très rapidement. Et des douleurs au niveau de la face, là, concentrées au niveau de la face, au niveau des oreilles. C'est pas toujours le paracétamol qui fera affaire. Hein. Donc là, pas du tout. Voilà. Pas du tout. D'abord, au niveau de toute symptomatologie, il faut d'abord diagnostiquer l'étiologie, on appelle ça, quelle est la cause et pourquoi, comment. À ce moment-là, le traitement s'offrira tout seul. Effectivement. Donc, encore une fois, prévention, docteur, et toujours prévention. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Parce que là, nous sommes en plein saison, il fait très chaud. On pourra peut-être parler de la noyade sèche pour la semaine prochaine. Là? Noyade sèche, on appelle ça comme ça. D'accord. N'est-ce pas? Je l'écoute. Oui. Au fait, je vous dis pourquoi. Parce que ce matin, en venant, j'écoutais la radio et il y avait la journaliste avec ses invités qui tirait un petit peu la sonnette d'alarme. On en a parlé tout à l'heure avec Amel Larabi, qui fait tellement chaud en ce moment que les gens partent nager. C'est pas le moment. Et voilà. C'est le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Le chaud et le froid classiquement. Voilà. Bon, mais après, on verra d'ici la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, docteur. De rien, on se retrouve vendredi prochain. Merci, bonne semaine. Et on continue. Alors, vous le savez, cette semaine, donc l'Opéra d'Alger a abrité un grand événement. Donc, Alger, c'était la capitale de la musique symphonique, puisque l'Opéra d'Alger a abrité donc le Festival culturel international de la musique symphonique. Mais il n'y avait pas que le festival, puisque en marge du festival, il y a eu des masterclass, donc vraiment une occasion pour plusieurs jeunes musiciens qui sont venus des 4 coins du pays afin de perfectionner donc, leur musique. Et c'est justement Fadel Cheikh qui s'est intéressé au déroulement de ces masterclass dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Pendant plusieurs jours, l'Opéra d'Alger a vibré au rythme des répétitions. Chant, piano et violon étaient à l'honneur, révélant le talent et la motivation d'une jeunesse passionnée par la musique classique et contemporaine. Ça permet à nos étudiants d'acquérir de nouvelles expériences, de profiter au maximum de nouvelles techniques avec les professeurs étrangers
et c'est un avantage pour nos étudiants. C'est les futurs musiciens de l'orchestre symphonique et dans les divers instruments et même le chant lyrique. Les étudiants venus de différentes wilayas ont profité d'un encadrement de haut niveau. Les professeurs mexicains, spécialistes de l'enseignement du chant, leur ont transmis des conseils précieux, notamment sur les techniques de respiration et le travail de la voix. أنا أصلاً ندير سوبرانو اللي معايا كانت ميتزو سوبرانو الأخرى كانت في كوغا ليتو تما دينا لي زانفورماسيون من عند بعضنا يعني سافا لا حداد. Je remercie l'Opéra d'Alger pour nous offrir cette chance apprendre des techniques, apprendre des leçons, des informations et tout, même des contacts avec les autres. Oui, merci beaucoup pour cette chance. Le masterclass, c'est les écouter et les aider à développer ses propres voix, ses propres ressources artistiques, techniques pour améliorer, pour maîtriser le chant. C'est ça. Nous, on est venu pour faire une masterclass de chant lyrique. Avoir la chance de pouvoir parler et sentir, écouter les voix argéliennes, c'est vraiment une chance unique, une chance exceptionnelle parce que ce sont des voix hyper jolies, hyper charnues. Le couleur est très, très intéressant et bon, on est vraiment étonné par la qualité des voix ici en Algérie. First, I want to say that I heard beautiful voices. Les étudiants algériens sont dotés de voix prometteuses. La respiration est la base. Ils ont découvert de nouvelles techniques pour mieux gérer leur souffle et gagner en assurance. So the most important thing that I try to explain was that. Des professeurs russes ont également pris part à cette masterclass, apportant leur expertise dans l'enseignement du chant, du piano et du violon. It was very interesting for me. C'était très intéressant pour moi de découvrir des étudiants algériens talentueux. Au début, ils étaient tendus. Par la suite, ça s'est très bien passé. Nervous and so confused, you know, and I tried to relax them. C'était extrêmement intéressant sur tous les points. Donc on a parlé du technique, on a parlé de la pratique, des exercices qu'il faut faire avec donc les étudiants de l'IRFM et l'INSM. Donc voilà, on a amélioré nos techniques. Par exemple le staccato, la façon comment on tient l'archet, différentes techniques de positionnement d'archet, donc voilà, à peu près ça. Cette initiative a permis de renforcer la formation musicale en Algérie, tout en favorisant les échanges culturels entre artistes.
je vous le disais, ce matin, elle se lance dans une très belle aventure de podcast, là où elle reçoit donc des artistes et elle est parmi nous ce matin. Il s'agit donc de Nadia Imaraza. Nadia, bonjour. Bonjour. Ravie de t'avoir reçue. Merci de l'invitation. J'allais te dire presque, je suis jalouse de ne pas être artiste pour être dans ton podcast. Ah, bah, je peux comprendre la jalousie. Tu veux pas faire une petite bifurcation comme ça Je pense qu'un jour, ça va être un petit peu plus large. Voilà. Là, je t'inviterai. Avec grand plaisir. Je viendrai avec grand plaisir. Marhaba. Merci beaucoup. Ça va? Ça se passe bien? Un peu stressé un petit peu, comme d'habitude. Comme d'habitude. Les 3 secondes, Ragda, on est Ah oui, les 3 secondes sont passées. Oui, voilà. Là, je suis très bien. Et bien entendu, si on parle de podcast qui est destiné aux artistes, on ne peut pas en parler sans artistes, hein, n'est-ce pas, Célia Makam? Bonjour Célia. Bonjour. Comment ça va? Marhaba. Très bien, merci beaucoup. Les 3 secondes ont passé. Hein. Pareil, également. Ça y est, donc il n'y a plus de stress finalement. Marhaba bik, en tout cas, ravie de vous recevoir. Alors, Nadia, un croissant pour une étoile, c'est donc le titre du podcast ou un intitulé du podcast, un croissant pour une étoile. Alors, ça donne finalement, j'ai envie de dire, ça incite à beaucoup d'interprétations. C'est ça, n'est-ce pas? Mais vraiment, on est dans les constellations, mais après. Oui, mais surtout, on est en Algérie. On est en Algérie. Parce que ça fait vraiment un clin d'œil à l'Algérie, au drapeau algérien, vu que j'invite des artistes algériens. Donc, c'est vraiment un clin d'œil pour l'Algérie, en fait. Je mets en avant des artistes algériens en Algérie ou ailleurs. Effectivement. Alors, le déclic, il vient d'où? Bah, écoute, on pose souvent cette question, mais je crois que c'était pas forcément un déclic. C'était un processus à chaque fois. C'était une idée qui venait, c'était une autre idée qui venait, et ça a donné un croissant pour une étoile où j'invite encore des artistes, et pas pour parler de leur parcours professionnel, pour parler de leur parcours personnel, donc tout en intimité, bienveillance, etc. Donc vraiment, ils parlent de leur enfance, de leur parcours quand ils étaient petits, avec leur relation avec leur maman, leur papa, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très authentique. Un moment de partage exceptionnel, finalement. Donc là, on se confie carrément. Tout à fait. Des confidences, et je suis vraiment étonnée des confidences qu'on peut me dire durant le podcast. Donc finalement, on découvre l'au-delà de l'artiste lui-même. Mais justement, c'est le but du podcast Un croissant pour une étoile, c'est on dévoile l'humain qui est derrière l'artiste. L'artiste m'intéresse, certainement, quelque part, puisque je l'invite, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est connaître la personne profondément. C'est je veux te connaître et non pas connaître ta musique ou quoi que ce soit, même si je peux entendre que la musique ou la comédie fait partie de cette personne. Ça fait partie intégrante de la personne, effectivement. Alors Célia, tu as déjà été invitée de Nadia, n'est-ce pas? Alors, tu l'as vécu comment, cette expérience? C'est pas toujours facile pour certaines personnes de parler finalement, de se confier. C'est pas faux. Moi, j'appréhendais beaucoup cette rencontre, et puis ça a été tellement bienveillant que ça s'est passé très très vite. Et moi, je trouve que c'est un très bon principe qui met en avant les artistes, parce que généralement, on nous connaît sous la lumière artistique et musicale pour moi. Et rencontrer Nadia pour ce podcast, c'était une belle expérience pour moi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Quelle a été peut-être la question qui t'a peut-être un peu... En fait, elle a posé des questions auxquelles j'avais jamais pensé. Peut-être que j'avais dans mon subconscient, mais je l'ai jamais verbalisé. Et la question que j'ai beaucoup aimée et qui a montré beaucoup de choses, c'était celle où tu m'avais dit s'il y avait une personnalité avec laquelle tu voudrais dîner. Nous avons juste un petit problème de son. Voilà, pour qu'on t'écoute mieux. Là, on m'entend? Oui. Donc, c'était quand elle m'avait posé la question s'il y avait une personnalité avec laquelle tu voulais dîner, qu'elle soit vivante ou pas. Ah oui, bon. Qui choisirais-tu? Et moi, j'ai pensé instinctivement y dire, parce que j'apprécie, j'ai beaucoup aimé. Il nous a versé, effectivement. Hein. Oui, tellement. Et moi, musicalement, c'était vraiment une très grande référence pour moi. Et j'avais beaucoup aimé le fait d'avoir pensé à ça, parce que c'était instinctif. C'était agréable. Le podcast s'est très très bien passé, et Célia a été très authentique dans l'échange.
Checkez sur internet, vous allez voir Un croissant pour une étoile avec Célia, c'était émouvant. Elle a chanté sa chanson, c'était une chanson qui m'a beaucoup émue, aux larmes d'ailleurs, et ça se voyait. Donc c'était vraiment un moment authentique de partage, très chaleureux, très convivial et très vrai. C'est ça que je veux faire passer dans ce podcast. Vraiment, deux personnes qui échangent sans mettre un masque en fait, juste sans jugement. On est fatigué d'être jugé, on veut juste discuter, échanger et connecter. On a pas l'impression finalement que nous sommes dans une rencontre très développement personnel, très psychologique. Mais j'adore, n'est-ce pas? Maintenant, effectivement, parce que il y a des concepts, c'est pas des podcasts, mais il y a des concepts justement. Tu as dit quelque chose de très percutant, c'est on est fatigué des jugements et qu'il y a certains concepts de café dans le monde où on se confie à une personne, on la connaît ni d'Ève ni d'Adam, la personne, et on peut dire ce qu'on veut. C'est génial, Voilà, et qu'on n'a que de l'empathie finalement au retour. Donc c'est ce qui se passe. C'est ça, c'est exactement ça. Sauf que nous, au lieu de prendre un café, on prend des croissants. Et d'ailleurs, j'ai ramené des croissants aujourd'hui. Elle n'est pas venue, elle est main vide. C'est ça, j'ai ramené des croissants. On va peut-être les manger tout à l'heure parce qu'on ne peut pas manger et parler en même temps. Mais c'est très algérien aussi. Hein. De ramener quelque chose de manger et de parler en même temps. Parce que finalement toutes les, j'ai envie de dire, tous les moments, les instants chaleureux se passent autour d'une table. C'est vrai, n'est-ce pas? J'avoue. Et c'est voilà, on va manger tout à l'heure, prendre un petit café ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors Célia, parle-nous un petit peu de toi, de ta musique, surtout. T'inquiète pas, je ne vais pas te poser des questions décalées. Tu en as eu assez avec Nadia. Alors parle-nous un petit peu de ta musique. Je pense que dirais-je de ma musique? Ma musique est celle qui me représente le plus. Ça détermine un peu ce que je ressens et ce que j'ai vécu et peut-être un ressenti aussi partagé avec plein de monde qui refuse de voir cette réalité en face. Et je suis bien contente de l'écrire et de le chanter. Et je sais que beaucoup se reconnaissent dans mes chansons. Parce que tu composes toi-même? Je compose moi-même. Tu écris toi-même? Exactement, j'écris et je compose. Et c'est généralement des paroles qui me viennent par rapport à des situations vécues ou des situations vécues par mon entourage aussi, pas que moi. C'est juste pour dire aux gens qui m'écoutent, vous n'êtes pas les seuls. On vit tous la même chose et il faut juste le dire à haute voix, c'est tout. Mais clairement, c'est vrai que je suis désolée. Vas-y. C'est une déformation professionnelle. De toute façon, c'est un endroit très convivial. Ah, super. C'est plus une discussion. Tu as dû remarquer, c'est plus une discussion qu'une interview. Mais j'adore ça. J'ai oublié ce que j'allais dire du coup. Non, j'ai oublié. Bon, alors c'est pas grave. Au fait, ce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, Célia, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, on se sent seul au monde, mais on a juste besoin de s'ouvrir et qu'on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ressemblent. Donc j'imagine que maintenant, on va s'identifier dans ce que tu fais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit quelque chose? Oui, mais il y a un problème. C'est pas grave, moi je te le donne. Moi je te le tiens. Alors, cette chanson, c'est une chanson qui parle de la maman, qui rend hommage à la maman en général. Je pense que les paroles veulent tout dire. Oui. همي فرح همي خصه بالوقت
ressenti les paroles? Je les ai vécues. Je ne les ai pas ressenties, je les ai vécues. Donc c'est ce qu'on disait effectivement. Donc on se retrouve. Hein. On s'identifie clairement. On s'identifie, on se retrouve finalement. Oui. Bah, pour l'anecdote, quand j'ai voulu interviewer, enfin en tout cas, je voulais savoir qui était Célia Maqam avant de l'interviewer et d'accepter d'échanger avec elle. J'étais en train de me maquiller, de me préparer, etc. Et d'écouter en même temps sur YouTube sa musique. Et là, je commençais vraiment à verser des larmes et je me dis, il faut que... Là, je me suis retenue. T'as vu, c'est vraiment émouvant, ça donne la chair de poule. Parce que moi-même aussi, je pense qu'il y a plusieurs femmes et hommes qui ont ressenti les paroles qu'elle chante et donc c'est là que j'ai décidé d'appeler Célia Maqam pour lui dire écoute je te veux sur mon podcast Un croissant pour une étoile et donc voilà juste pour l'anecdote c'est cette chanson qui m'a fait qui t'a attiré le plus, ça, voilà, qui t'a parlé. C'est ça, tout à fait. L'autre chanson me plaît aussi, mais c'est celle-ci qui a fait que je bascule vers la décision, allez hop, je la veux sur mon podcast. Voilà, elle a beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de choses à nous dire. Alors, Célia, lorsque tu écris, c'est vraiment ce que tu ressens, c'est peut-être d'autres histoires qui t'ont impacté, qui t'ont peut-être touché. Ça se passe comment? C'est un peu le vécu de mon entourage aussi. Je m'inspire beaucoup des gens qui m'entourent, des histoires que j'entends, parce qu'on me dit que j'ai une bonne oreille. Donc généralement, on me raconte un peu les choses. Mais aussi, j'essaye de montrer mes couleurs aussi. Mes couleurs, mon style, de m'imposer un peu avec ma façon de chanter. Et le but, c'est juste que les gens, à la première note, puissent reconnaître que c'est moi. Et cette chanson, l'identité. Exactement, c'est l'identité. Et cette chanson, je pense qu'elle me représente beaucoup. C'est pour ça que je suis contente de pouvoir être ici aujourd'hui, de la présenter, parce que ça fait partie d'un projet qui va être bientôt disponible pour qu'on puisse l'écouter un peu partout. Alors là, on va se disputer l'exclusivité finalement. Ah bah oui, clair. mais voilà, j'ai hésité beaucoup sur cette chanson parce que quand j'ai commencé à la jouer, faut pas se mentir, les Algériens, on est quand même des personnes qui aiment beaucoup la musique joyeuse de fête, et de pouvoir jouer une chanson qui est aussi, faut le dire, qui est aussi triste, mélancolique, c'est assez difficile parce que au début, on a peur de perdre notre public. Quand on enchaîne sur des chansons qui sont des chansons dansantes approximativement, mais quand j'arrive à cette chanson, je l'appréhende toujours. Je me dis comment les gens vont la prendre. Et ça a toujours, pour le moment, ça a toujours été pris avec une très grande bienveillance et bonne écoute et bon retour. Et je suis très contente du résultat. Je te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Inch'Allah pour ton projet. On discutera de l'exclusivité par la suite. Voilà. Alors Nadia, je reviens un peu à ton podcast. Donc tu reçois beaucoup d'artistes algériens. Une rencontre qui t'a particulièrement marquée? Je pense que toutes les rencontres me marquent. Un petit quelque chose. Oui, apportent quelque chose parce que c'est très différent. L'énergie qu'on a, l'échange qu'on a, les discussions, c'est pas le même vécu. Et donc, quelque part, c'est plusieurs facettes que je découvre en moi. Et je pense que c'est pareil pour l'autre. J'ai pas une, parce que j'ai adoré tourner tous les épisodes de ce podcast. Mais il n'y en a pas un qui m'a déplu. Tout simplement parce que j'apprends à me connaître via l'autre, et ça j'adore. Comme tu disais tout à l'heure, c'est typiquement développement personnel, et je suis en plein dedans. C'est un processus personnel et professionnel, et je veux que les gens se sentent mieux aussi dans leur peau, parce que Un croissant pour une étoile, au-delà du fait que j'invite des artistes, mais ça c'est superficiel. Si on regarde encore plus profond, c'est des questions qu'on voudrait se poser à soi, pour se sentir mieux dans la vie, pour se connaître. Et quand on se connaît, on prend les meilleures décisions pour soi. Donc oui, Un croissant pour une étoile est une invitation à être bienveillant avec soi et avec les autres. Et je pense que c'est la façon la plus sincère, la plus aimante d'être dans la vie pour avoir une vie meilleure. Effectivement, donc il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et c'est ce qu'on ne fait pas avec nous-mêmes, finalement. On n'est pas toujours honnête avec nous-mêmes. Et quand il y a une personne en face qui nous encourage à le faire, donc on s'ouvre un peu plus. Moi, quand on me dit « Ah, merci Nadia, je me sens très bien », parce qu'à chaque fois que je finis le podcast, alors, tu te sens comment ? Il me dit franchement, une thérapie, mais c'est ça. Il y a Denden, je spoil, il y a Dendana avec qui j'ai filmé. Il me dit franchement, je me sens super bien, on dirait une thérapie, merci beaucoup. Et moi, ça me nourrit, ça.
Peut-être je suis faite pour ça. Oui. Un jour, je serai peut-être coach ou je ne sais pas qui sait. Hein, voilà. Peut-être avec des artistes sur Internet, sur mon podcast. Le chemin commence à se tracer. Hein. Exactement. Mais en tout cas, pour le moment, ce podcast me nourrit et je pense que ça nourrit aussi l'autre parce que, encore une fois, quand on porte un masque, ça nous fatigue, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais quand on enlève ce masque et on est authentique avec nos faiblesses, notre vulnérabilité et faut le dire franchement, nous humains et nous précisément algériens, on n'est pas très, on laisse pas en tout cas transparaître cette vulnérabilité. Vraiment, c'est une invitation à être vulnérable et dire voilà, je suis comme ça et je suis aimable et je suis à la hauteur de l'amour que vous pouvez me porter. Et peu importe ce que pensent les autres, peu importe. Ils penseront ce qu'ils veulent de toute façon. Ah, finalement, on revient à l'humain que nous sommes. Mais complètement. On revient à la valeur humaine que nous n'arrivons pas finalement aujourd'hui à contenir entre les mains. C'est ça. Et aujourd'hui, avec Un croissant pour une étoile, je veux mettre l'humain justement qui est derrière cet artiste à l'honneur. Effectivement. Alors, Nadia, on me dit que nous avons une petite vidéo où on te voit présenter ton podcast. Allez, on va la faire découvrir à nos téléspectateurs. On se retrouve juste après. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sabah al-khair alaykoum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dites-nous le podcast Un croissant pour une étoile va sortir bientôt. C'est quoi ce concept nouveau et tout? Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. C'est déjà parce que j'invite des Algériens, des artistes algériens, que des artistes algériens, parce que en Algérie, on a un ciel étoilé et je veux inviter toutes ces étoiles ici, à mon podcast, pour parler, pour discuter, de chiller, de connaître l'homme et la femme derrière l'artiste. Et surtout, poser des questions un peu qui dérangent, un peu pour approfondir, pour connaître vraiment, réellement la personne au fond d'elle-même. Donc si vous aimez des artistes, vous aimez l'Algérie, vous aimez les podcasts, et donc ce podcast est pour vous. C'est pour bientôt. Alors on se l'approprie. On se l'approprie. Oui, on aime l'Algérie, on aime les podcasts, on aime les artistes algériens, on s'approprie finalement le podcast. Je suis très contente. Alors. Voilà, alors Nadia, justement, on est en train d'en parler pendant que le podcast, plutôt pendant que la vidéo était en train d'être diffusée. Alors justement, comment tu prends contact avec les artistes? Tu te déplaces, tu vas vers eux, là où ils sont? Alors ça dépend, des fois c'est de bouche à oreille parce que j'ai pu avoir un contact et donc c'est un autre contact qui me donne de bouche à oreille. Sinon oui, je suis très gourmande de concerts. Je vais beaucoup à des concerts à Paris par exemple et c'est là que je parle avec des artistes si soit ils m'intriguent, soit j'ai envie quelque chose. En fait, c'est une intuition. Je me dis, allez hop, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, j'ai envie de creuser un petit peu et je pense que c'est plus comme ça. Des fois, c'est sur Internet. En fait, j'ai vraiment pas une façon bien précise de faire. Je pense un peu, c'est comme la vie, c'est un peu dans le flow. La valeur humaine, on revient encore une fois. C'est ça, voilà. C'est ça. Et tout dans la spontanéité. Tout à fait. Intuition, je pense que c'est le mot d'ordre dans ma façon de faire. Alors, ce qui était intéressant dans la vidéo, c'est que, alors, c'est pas seulement les artistes que tu mets en valeur, mais c'est tout le patrimoine qui va avec, y compris Derja. Oui, Nahadrou Derja aussi. Voilà. Ça reste un patrimoine à part entière. Hein. Mais complètement, je suis bien d'accord. Et je me dis, c'est une façon aussi, c'est une identité du podcast. Nahdar Derja, Nahdar l'Arbiya, peu importe, du moment que l'artiste se sent à l'aise, on parlera la langue là où il est à l'aise. C'est tout. Voilà, donc tu t'adaptes à l'artiste, tu t'adaptes à l'audience aussi. Mais bien sûr. En tout cas, c'est une audience. Alors, j'ai un taux d'engagement assez important. Effectivement, ça fait que 3 mois que j'ai ce podcast. C'est un tout nouveau-né. Mais je suis très. 3 mois, mais beaucoup d'impact, hein, finalement. Ce n'est pas dans la durée, mais c'est dans l'impact, finalement. Je suis très contente, vraiment, de cet engouement. Je ne pensais pas qu'il aurait autant de bons retours. J'ai des commentaires extraordinaires, j'ai des commentaires à la hauteur de ce que je peux apporter, des efforts et je trouve ça excellent, très bienveillant. Je suis même étonnée. Franchement, j'en ai pleuré une fois. Je regarde, je lis, je me dis c'est pas possible. On peut pas être aussi bienveillant, mais si, finalement. Finalement. Voilà. Donc
Objectif atteint, on va dire. J'ai plusieurs paliers d'objectifs. Oui. Allez, premier palier. Je suis très contente des retours. Quand je vais à des concerts ou des spectacles pour voir des comédiens, etc., je suis reconnue et on me dit que mon boulot est très satisfaisant et ça, c'est vraiment satisfaisant. Voilà, effectivement. Alors, Célia, des projets, mis à part celui dont tu nous as parlé il y a quelques instants? Alors, des projets, j'ai un EP, donc c'est entre un album et un single qui sort bientôt. On va dire le micro juste voilà, pardon. Donc là on m'entend? Oui. Donc pour des projets, j'ai un EP, donc c'est entre un album et un single. C'est 2 chansons qui me tiennent vraiment à cœur. Une qui s'appelle Manish Preriaïma, que je vous ai joué tout à l'heure, et Rouhiyat Zayel, qui est un hommage pour l'Algérie, donc qui sortent d'ici peut-être la fin de cette année, et puis qui vont me représenter, je pense, au maximum. Et c'est le plus gros projet que j'ai pour cette année. Et puis pour le reste, c'est à suivre. Ça viendra. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous recevoir. On me dit qu'on arrive à la fin. Ça passe très vite. Eh ben oui. Non, on ne veut pas partir. Moi aussi, je ne veux pas que vous partiez. Moi aussi, je ne veux pas. En plus, je n'ai pas eu mon interview décalée. Hein. On va la faire, je sens bien. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Nadia et Célia. C'est un très, très grand plaisir. Très bonne réussite pour tes projets, pour tes albums. Nadia, longue vie au podcast. Inch'Allah, et bravo pour tout ce que tu fais, donc pour la promotion de notre patrimoine. Merci. Voilà, très très belle continuation à vous. Et donc on continue, et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser toujours à la musique. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, l'Opéra d'Alger a abrité cette fois-ci la 14e édition du Festival culturel international, donc de la musique andalouse. Alors, excusez-moi, ça va être autre chose. On reviendra à la clôture donc de cette édition dans un petit instant. Mais avant cela, l'ami Aboud Bouda a visité une très très belle exposition intitulée L'éloquence africaine, là où il y a eu 4 artistes qui ont pris part à cette exposition. Mais l'ami Aboud Bouda s'est focalisé sur l'un des artistes, donc autodidacte, prof de maths aussi. Donc on se pose des questions, quelle est la relation entre les maths et l'art, et pourtant il y a une relation, il y a toujours quelque chose qui relie les deux mondes. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce reportage et on se retrouve juste après. Éloquence saharienne, une exposition qui a réuni 4 talentueux artistes qui expriment par leur art leur amour du sud algérien. Nous avons eu l'honneur de rencontrer l'artiste plasticien et sculpteur Ben Saïd Mohamed Najib, dit Najiben. Autodidacte, ce professeur de mathématiques se découvre une passion pour la sculpture par pur hasard. Mon entrée dans le monde de l'art, c'était par la peinture, c'était par une reproduction. Et puis, je me suis découvert sculpteur. Et là, c'était dans mon village natal, le Haouch de Biskra, en trouvant une pierre sableuse qui me plaisait par sa couleur, et puis même c'était facile à sculpter. Donc, j'ai fait une statuette comme ça. Après, j'ai un penchant net vers la sculpture. J'aime beaucoup la sculpture, surtout avec tous les matériaux, le bois, le marbre, les pierres dures et tendres. Entre ses mains, chaque morceau raconte une histoire et chaque trouvaille devient une œuvre d'art. J'ai les maths partout, hein. Et pourquoi pas en art. Le ruban de Mobius, là, c'est une sculpture connue dans tout le monde. Il y a plusieurs qui l'ont sculpté. Et pour moi, chaque exposition, il faut que je réalise une sculpture du ruban de Mobius. Cette fois, je l'ai faite avec ces tubes de métal que j'ai soudés, donné la forme. C'est tout simplement de la topologie mathématique, parce qu'en général, quand on parle de face, par exemple, d'une feuille de papier, on dit qu'elle a 2 faces. Tout le monde dit le recto et le verso. Alors là, il démontre par le mouvement continu là qu'une surface n'a qu'une seule face.
Mohamed Demmer est un pionnier dans le monde de la sculpture. L'artiste lui a rendu un vibrant hommage à travers cette sculpture en olivier brûlé. Mohamed Demmer, c'est un pionnier de la sculpture à Batna. C'était un maquis moujahid. Et il avait cette passion justement de la sculpture, il sculptait les arbres brûlés par le napalm. Et on apprenait bien sûr, on apprenait de lui. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup appris de lui. C'est pour ça qu'il mérite un hommage. L'art a toujours été une exploration infinie de matière, de techniques et d'émotions. Nedjiben s'est essayé à l'art des tableaux de sable naturel à travers l'africaine, la chamelière, Gherdaya ou marine. Éloquence africaine, par la force de ses œuvres, les artistes ont su transmettre toute la poésie, la mémoire et la profondeur du désert. Et nous allons rester toujours dans le monde donc, de l'art, de la peinture. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous le disais ce matin, sur l'une ou l'un de ces piliers de l'art contemporain, particulièrement algérien, l'une des premières femmes artistes en Algérie. Il s'agit de Sohila Belbahar, qui nous a quittés il y a quelques temps de cela. Sa fille, ce matin, est parmi nous. Sohila Belbahar, bonjour. Bonjour, Noah, merci de me recevoir. C'est très émouvant de vous recevoir, vu que Sohila Belbahar, on l'a côtoyée de très près. Voilà, c'était une brave dame, hein. Nous vous encourageons tout le temps. Écoutez, elle a laissé une empreinte dans ma vie indélébile du fait que ça soit ma mère déjà, et du fait qu'elle ait eu un parcours assez atypique et très encourageant et très inspirant. Inspirant. Surtout, alors il faut dire qu'elle a commencé la peinture à une époque qui n'était pas très facile. Et pourtant, elle a défié donc tous les obstacles. Elle a défié tous les obstacles dans le respect de la tradition, il faut le rappeler. Il se trouve que ma mère est née en 1934, Allah yarhamha, issue d'une famille assez moderne pour leur époque, tout en gardant chez Istanbul pour son papa. C'est-à-dire ils avaient réussi à faire un équilibre entre modernité de cette époque-là et puis la tradition arabo-musulmane qui était très chère pour mon grand-père et ma grand-mère. Donc ma mère, elle a été élevée dans une ambiance de culture et de savoir toute sa jeunesse. Et ça la nourrit, ça fait d'elle ce qu'elle est devenue par la suite. Effectivement. Et vous êtes fait la promesse, et vous lui avez fait la promesse que le travail continuera. Ah oui, celui-là, c'est loin d'être terminé. Voilà, et ça ne se terminera jamais. Ce sont des légendes qui nous quittent sur le plan physique, mais jamais sur le plan spirituel. Sur le plan... Oui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est moi qui reprends, pas sa peinture évidemment, mais la promotion de sa peinture et de son message surtout, parce qu'elle avait un message très puissant. Et plus tard, ça sera mes enfants. Il y a Lilia, ma fille, qui est très investie dans ce qu'on appelle entre nous. Elle a 27 ans. Et qui est dans le domaine de l'art aussi. Donc, elle nous ramène des contacts et tout ça. On a aussi Menel, qui est dans une boîte de communication qui nous aide aussi avec sa vision jeune, comment communiquer l'image de Sohila. Et moi, j'essaie d'orchestrer tout ça. On se dispute beaucoup, toutes les trois, mais en même temps, on travaille pour le même but, promouvoir l'art de Sohila Belbahar, Allah yarhamha. Alors justement, Dalila, parce que vous avez dit que vous orchestrez tout ça, vous avez tapé à toutes les portes. Hein. Absolument. À toutes les portes, là où vous savez que vous pourriez trouver des archives, vous pouvez trouver quelconque élément qui pourrait montrer le travail de Sohila. Vous y allez, parlez-nous un petit peu de ce travail. Alors justement, déjà, Sohila, Allah yarhamha, comme je dis toujours, elle a fait le plus gros du travail. Elle a inventé un ADN pictural propre à elle. Elle peint les femmes pétales, c'est sa signature artistique. Et en plus, elle a différentes thématiques. Donc, on ne peut pas voir Sohila comme juste une personne, une artiste qui peint ce genre d'œuvre, mais Sohila qui s'attache aussi au patrimoine
du monde du Maghreb, berbère, de la tradition culturelle, en fait les scènes de genre comme on les appelle, c'est-à-dire les scènes folkloriques, les monuments historiques, l'art abstrait qui était quand même son cheval de bataille, également les portraits avec les costumes traditionnels et puis l'art rupestre aussi qui est la continuité pour démontrer que l'art finalement en Algérie est bien ancestral et très très ancien et elle reprend tout ça avec sa patte personnelle. Oui. Alors ça c'est un beau livre que nous sommes en train de découvrir que vous-même vous avez écrit, vous avez conçu. Oui, alors pas là, nous avons une très très belle toile. Justement, c'est une scène algéroise. Voilà. Felblida et tout ça. Alors ce livre est né comment? Ma mère a toujours voulu avoir son livre, bien évidemment. Et puis bon, elle écrivait quelques pages comme ça, et puis elle se remettait au travail autour de sa peinture. Et l'année d'après, elle continuait d'écrire, mais elle réécrivait la même histoire et tout. Donc finalement, c'est un projet qu'elle voulait mener jusqu'au bout, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Donc j'ai voulu lui faire ce cadeau qui me tenait à cœur. Je voulais le lui faire de son vivant. Et donc je me suis nourrie moi-même de ses lectures, parce qu'elle avait différentes lectures dans sa bibliothèque qui était très très riche. Degas, Renoir, Picasso, Racine, Khda, tous ces grands artistes-là. Et j'ai essayé de composer cette mise en page, donc la conception graphique, les textes et tout ça, sans ma production, mais attention, puisé des archives de ma mère. Parce que ma mère, elle a tout gardé. Toute sa vie. La moindre petite carte de visite ou petit article de presse. Ce qui fait que j'ai dû faire un gros travail d'archivage. Oui. Et là, ce sont des catalogues parce qu'on sait que Sohila Belbahar, quand même, a beaucoup exposé. Elle a sillonné un petit peu plusieurs villes. Voilà. Donc, pour justement partager son savoir-faire avec, on va dire, les amoureux de l'art. Absolument. Et toujours, pour elle, la veille de chaque exposition, ma mère était très stressée, elle ne dormait pas. Elle était anxieuse de la réaction du public, qu'elle voulait surprendre à chaque fois. Elle ne voulait pas répéter un art continu, elle voulait se renouveler. Elle doutait de sa capacité. C'est pas qu'elle doutait d'elle-même, mais en même temps, elle croyait en elle. Elle voulait se surpasser. C'est le perfectionnisme, quelque part. Perfectionnisme à la torture, je dirais. Parce qu'elle travaillait beaucoup, elle lisait beaucoup, elle se renouvelait tout le temps, elle regardait toutes vos émissions à la télévision, tout ce qui concerne l'art et tout ça. Elle suivait aucune des émissions sur les chaînes algériennes. Elle était très investie. Elle croyait mais dur et fort au potentiel de la jeunesse algérienne. Et donc, elle était dans la promotion, c'est pas un combat, dans la construction de la peinture algérienne avec sa participation. Effectivement. Alors, parlons encore une fois, revenons aux archives. Alors, Sohila Belbahar était très généreuse. Je parle en tant que journaliste parce que nous l'avons côtoyée quand même de près. Et effectivement, nous gardons au niveau de la télévision beaucoup de ces archives. Et vous êtes venu à la télévision finalement pour demander ces archives. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Ah ben écoutez, c'est de fil en aiguille. Un journaliste m'a permis d'avoir accès, Amel Hulmi m'a permis d'avoir accès à un contact direct avec... Amel Hulmi, notre rédactrice en chef. Absolument, qui a été formidable. Elle m'a mis en relation directe avec le directeur des archives, qui lui m'a ouvert les portes de son bureau et qui m'a mis à disposition 5 CD au moins des années 70, 77 si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de sa vie. Donc j'ai un gros chapitre télévisé d'archives très intéressantes que je vais devoir partager parce que ce n'est pas ma propriété à moi toute seule. Sohila, il faut dire qu'elle appartient à l'Algérie. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Et l'idée de ma démarche, de la démarche familiale, de mon frère, de ma sœur, de la famille dans sa globalité, et de promouvoir son art en Algérie, chez les jeunes et à l'international aussi, parce que c'est important de démontrer que l'Algérie possède un magnifique bouquet d'artistes peintres féminines qui ont fait un travail conséquent et très solide. Très solide, effectivement, qui continue d'ailleurs de faire parler de ce travail jusqu'à maintenant. Alors, vous avez dit que vous avez eu des archives télévisées des années 70. Ça vous fait quoi de les voir?
Celui qui me avec des petits pixels, avec la qualité d'image de l'époque. C'est nostalgique tout ça. C'est nostalgique tout ça. Je dois dire qu'ils ont fait aussi un travail remarquable au niveau des archives. La qualité est très surprenante. Oui, c'est super net, c'est en noir et blanc. On voit ma mère très jeune en train de parler très timidement. Et moi j'avais à cette époque-là 7 ans, en 77. Donc c'est vous dire que ça déclenche en moi beaucoup d'émotions. Vous savez, j'ai toujours grandi auprès d'une femme qui a tout le temps travaillé, qui avait une routine matinale très très tôt avec un café, qui faisait ni ménage, ni lit, ni rien du tout, qui avait un deal avec mon père, c'était le travail entre 7h30 et 4h, 5h, à son retour à 6h, c'était fini, il fallait que le repas soit prêt, que la maison soit nickel et tout ça. Et donc elle travaillait d'arrache-pied. Elle peignait, mais en même temps elle cousait. Donc elle a fait de la couture aussi pour les gens et pour la famille et tout ça. Et dans sa couture, elle créait aussi des modèles. Donc la création l'habitait. Et puis moi, j'étais là autour, parce que moi, je suis arrivée bien plus tard que mon frère et ma sœur, 8 ans après ma sœur, et j'étais pas prévue dans la famille. Et finalement, on a bien fait de vous avoir parce que vous continuez le travail. Merci beaucoup. J'espère le faire au mieux de ma perception, en tout cas, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison, Inch'Allah. Alors, Souheila Belbahar, c'est pas qu'un patrimoine national, c'est aussi un patrimoine mondial, n'est-ce pas? Parce que l'art, c'est quand même une expression internationale que tout le monde peut lire, que tout le monde peut comprendre. Et Souheila Belbahar a eu ses échos quand même à l'international, notamment chez nos voisins les Tunisiens, là où il y a eu une belle exposition en hommage à plusieurs artistes. Parlez-nous de cet hommage. Alors justement, Souheila, par le biais de ma fille Lilia, a été invitée par Nadine Nourdine, une historienne en art et curatrice de l'exposition à Tunis, en hommage à Hamid Zenati. Alors Hamid Zenati est un artiste algérien qui n'est pas connu spécialement en Algérie, qui est parti très jeune et qui a sillonné le monde, l'Asie et tout ça, après 62, et qui a fait un travail remarquable sur le textile. Il s'est établi à Munich, donc en Allemagne, et il a travaillé dans le tissu. Donc il a fait un design particulier, mais il a un art très profond, très coloré, très parlant, très abstrait aussi, hypnotique. Et c'est sa nièce, Wassila Bejaoui, qui est justement promue. Elle est en train de faire la promotion de l'héritage de son oncle, parce qu'il est décédé en 2022. Et donc, c'est la fondation Lazare Kamel qui s'occupe justement, qui a organisé ce bel événement avec le Goethe Institut de Tunis et évidemment Wassila Bejaoui et Nadine Nourdine, historienne en art égyptienne d'origine, qui a fait un travail magnifique. Ce qu'elle a fait, Nadine, en fait, c'est qu'elle a créé un dialogue entre des peintres tunisiens majeurs et des peintres algériens tels que Beya et Souheila Belbahar qui étaient présentes à l'exposition. Beya Mahiddine, oui. Beya Mahiddine, Allah yarhamha aussi, qui a exposé aussi avec ma mère Souheila Belbahar en 1984. Elles ont confronté leur art au public ensemble et donc ça les a beaucoup amusées. Et c'était aussi un événement majeur dans leur dans la carrière surtout en tout cas de ma mère et de Beya. Elles n'étaient pas nombreuses à l'époque. Elles n'étaient pas nombreuses. Et elles sont blidéennes toutes les deux, d'origine blidéenne. Donc il y a eu une petite complicité rapidement qui s'est installée entre elles et beaucoup de respect et d'admiration, comme l'une comme pour l'autre. Vers l'autre, effectivement. Absolument. Et une humilité des deux aussi, parce que Beya m'a offert un tableau en 84. Vous vous rappelez d'elle? Ah, très très bien. Très très bien. Je ne l'ai pas beaucoup vue dans ma vie, mais le peu de fois que je l'ai rencontrée, elle est venue à la maison, après cette exposition, m'offrir un tableau que j'avais repéré lors de l'exposition avec ma mère. Et j'avais dit à maman, maman, ça coûte combien un tableau comme ça? Elle m'a fait, chut, là, attention, ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Là, nous sommes en train de voir le travail de Beya Mahiddine d'ailleurs. Absolument, qui est une musique extraordinaire. Et du coup, Beya m'avait entendu et pour le jour de l'an, elle ramène un carton avec elle et elle dit, ça c'est le tableau de Delila et ça, Souheila, tu choisis ce que tu veux. Et donc elles se sont échangées. Ma mère lui a dit, du coup, toi aussi tu vas choisir des œuvres, mes œuvres à moi. Elles se sont échangées des œuvres. Et ma mère, par la suite, a donné cette œuvre qu'elle a pris offerte par Beya à son frère Raouf Boudiarti, qui habitait à Los Angeles parce qu'il est marié à une famille très connue là-bas. Et elle m'a dit, ce tableau de Beya qu'elle m'a offert moi aussi, il doit partir en Amérique. Il faut qu'il soit vu aux États-Unis. Donc elle a offert à son frère. Et moi, j'ai gardé le mien jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jalousement, le regard. C'est vrai que c'est une pièce
un pièce unique. bijou. C'est une pièce C'est unique. une pièce unique, Franchement, originale. oui. Et En puis plus. offerte en main propre par Voilà. l'artiste. Donc ça a une valeur très importante à mes Voilà, yeux. valeur humaine, Tout à fait. inestimable, effectivement. Alors justement, quand on parle de patrimoine et de valeur et tout ça, c'est ce que fait la famille Zenati par rapport à l'exposition de Hamid. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler ici ce matin. C'est parce que nous devons participer justement à la promotion de ces artistes qui ont beaucoup donné à l'Algérie, qui sont des pépites en fait, des diamants. Oui. Et comme Hamid Zenati et tout d'ailleurs, nous ce que sommes en fait train sa de voir famille. l'exposition qui s'est Oui. déroulée en Tunisie. Oui, alors tout ça, ce Voilà. sont des textiles. Bon, ça, c'est Baya. Ça, c'est Baya. C'est Voilà, pour on démontrer reconnaît. un petit peu le travail, avec des artistes tunisiens reconnus Oui. aussi. Donc, c'est super intéressant. Et Nadine Nourdine a créé justement un dialogue entre ces artistes qui finalement, qu'ils soient tunisiens ou qu'ils soient partis en Allemagne, ou comme Hamid Zenati, ou que pour Souhila Belbaha, il est clair qu'il y a un langage commun, c'est celui de préserver le patrimoine. On retrouve des influences nord-africaines, berbères, de signes. On retrouve aussi un langage d'un art moderne, comme vous disiez tout à l'heure, universel. Et ça, c'est l'art maghrébin contemporain. Oui, effectivement. Alors, mais sinon, Souhila Belbahar a laissé beaucoup d'œuvres. Ah oui. N'est-ce pas? Une très belle Alors, collection. Une très très belle Ah oui, collection. complètement. D'ailleurs, je me rappelle une amie qui voulait lancer une galerie d'art et le jour donc de l'ouverture de la galerie, donc elle a fait un petit vernissage et Souhila Belbahar était là. Elle a même exposé ses œuvres et il y avait quelqu'un qui était venu dire je veux acheter ce tableau et Souhila Belbahar a dit écoutez moi je peux pas le vendre parce que c'est l'un de mes premiers tableaux que je garde vraiment en souvenir pour voir un peu l'évolution de mon Absolument. travail. Et donc ça ce sont des pièces uniques, ce sont des pièces à valeur inestimable. De musée. Voilà, à valeur. C'est pas parce que c'est ma mère, Oui. c'est parce que déjà à l'école des Beaux-Arts, il arrive durant l'année qu'on prenne une œuvre de Souhila pour la lire et pour comprendre sa démarche artistique. C'est ça. En fait, Souhila, elle a commencé par la copie. Et ça a été son école, grâce à son père qui l'a challengée à chaque fois. Et par la suite, elle a développé sa créativité avec les femmes pétales. À la suite de fausses couches successives, donc ce que je raconte dans son ouvrage, son père la nourrissait de tissus pour coudre et de livres pour comprendre le phénomène Picasso, par exemple, et tout ça. Donc, elle dit, Delacroix, mon école et comment il s'appelle, Picasso, ma liberté. Et c'est de là, à la naissance de mon frère aîné, elle accouche en même temps des femmes pétales. Donc, c'est vraiment un accouchement. C'est une procédure. Dans le travail de Souhila, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Il y a une réflexion. C'est-à-dire une construction méticuleuse où elle a poussé les portes, que ce soit pour ses timbres qu'elle a fait ou pour la carte de l'UNICEF où elle a été choisie. Elle a été vers les gens. Bon, le timbre, ils sont venus vers elle. Mais par exemple, l'UNICEF, elle était avec mon père, elle lui a dit « Arrête-toi, je vais demander ». Et donc, quand elle est rentrée, elle a déposé une lettre qu'elle a griffonnée sur le cou et quelques mois après, elle est sélectionnée. Vous voyez, donc il y a quand même une démarche où elle s'implique, elle construit sa carrière. Elle avait décidé qu'elle serait une femme peintre algérienne. Est-ce qu'elle arriverait? Elle ne savait pas encore. Mais elle a brodé, comme une tisseuse d'histoire, un parcours atypique. Et c'est dans ça que c'est inspirant pour la jeunesse. C'est parce qu'à l'époque, il y avait la guerre, il y avait les tabous sociaux, comment dire, sous un régime patriarcal qui n'était pas évident à gérer, le qu'en dira-t-on, comment une artiste peintre passe à la télévision ou passe à la radio, ou qu'elle se mette dans une salle à exhiber ses œuvres et que n'importe qui vienne lui parler. C'est terrible, ça ne se faisait pas. Et mon père était vraiment bloqué sur ça. Pour qu'elle arrive à le convaincre, issu d'une famille traditionnelle, il en a fallu. C'est comme ça qu'ils ont été voir Ahmed Tawfiq Al-Madani, l'Alem Ahmed Tawfiq Al-Madani, qui se trouve être le beau-père de ma tante, de la sœur de ma mère, et à ce moment-là, il leur a dit, mon père lui a dit qu'est-ce que je peux faire, mais c'est pas normal, et chez nous c'est impossible, et tout ça. Et Ahmed Tawfiq Al-Madani a écouté Souhila Belbahar, ses arguments, et puis après il tape sur l'épaule de mon père et lui dit laisse-la, Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Et c'est de là qu'elle a pu exposer sa première exposition. Et elle a commencé à réaliser son rêve. Et c'était fabuleux parce que elle a dû travailler dur pour
rester sur la scène artistique. Et elle le restera. Inch'Allah, elle ya le Rabbi. restera. En tout cas, on vous Inch'Allah, souhaite ya Rabbi. Merci. beaucoup de courage dans tout ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de réussite. De toute façon, c'est un devoir en soi, n'est-ce pas? C'est votre devoir à nous, à vous, et notre devoir à nous aussi d'accompagner finalement tout ce beau travail et le préserver. Merci surtout. beaucoup. En tout très cas. belle continuation à vous. Beaucoup de courage. Ça a été un très grand plaisir. Vous m'encouragez en diffusant toutes ces informations sur Souhila, sur son avenir, Inch'Allah. Et vous êtes toujours la bienvenue. Merci infiniment et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur, j'espère. Inch'Allah, vous le serez certainement. Il n'y a pas de raison d'aller à Belbahar. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on continue et comme vous le savez, l'Opéra d'Alger, durant toute une semaine, a été la capitale de la musique symphonique. Il y a eu la clôture. Donc c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à la clôture dans cette couverture. Je vous laisse voir. On se retrouve juste après. C'est une soirée d'exception qui a marqué la clôture du 14e Festival international de musique symphonique. Empreinte d'émotion et de virtuosité, où l'Autriche et l'Italie ont uni leurs talents pour offrir au public un voyage musical inoubliable. L'Algérie a vécu un moment historique, parce qu'on sait bien que l'histoire est la mémoire des peuples. Et puis aussi, cette édition qui était très difficile, mais elle est très réussie. Ça, c'est aussi un genre un défi pour nous en tant qu'Algériens, de voir que l'Algérie, on l'a dit lors de notre conférence, que Alger, capitale mondiale de la musique symphonique. Merci pour le public, merci pour les médias nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réussir non seulement la 14e édition, mais pour réussir tout le festival international de musique symphonique. Sur scène, une pianiste et un violoniste nommés Yuri Revich, dont la grâce et la maîtrise ont séduit l'auditoire. Sa façon de tenir son instrument entre souplesse et rigueur a conquis plus d'un. أول حاجة وآخر حاجة اللي عجبتني كيفاش يشد الارشي كيفاش يخدم بالارشي هذاك هي صح كي تكون عندك شدة تاع الفيولو في الارشي هذاك هي صح الكاباسيتي اللي عنده تانيك وستنباكاج كبير بزاف الله يبارك وإن شاء الله ما محنا إن شاء الله يولوا كيفهم نشاركوا في مسابقات محلية ووطنية ودولية إن شاء الله. C'était très bien. On a aimé l'homme autrichien qui jouait le violon et l'orchestre italien. Puis, ce fut le tour de l'institution musicale et symphonique du Friol Vinici Julienne sous la baguette du chef italien Paolo Paroni. L'orchestre s'est transformé en un seul corps vibrant, interprétant les plus grands classiques de Rossini, Verdi ou Bellini. We have a program full of Italian music. Nous sommes très heureux et très contents d'être ici et très honoreux de cette soirée de clôture du festival et de représenter l'Italie avec un programme dédié à l'opéra italien, les classiques et les chefs-d'œuvre de l'opéra italien. Our country and our great musical tradition of the Italian opera. Entre raffinement autrichien et passion italienne, notre cœur a vibré. Une clôture en apothéose pour cette 14e édition du Festival international de musique symphonique qui prouve encore une fois que la musique est le langage universel de toute l'humanité. Et cette semaine, nous avons, le monde artistique est en deuil puisque nous avons perdu l'un des piliers de la musique Targhi, Badilala, et c'est Samira Hadjamar qui a choisi de lui rendre hommage ce matin, mais ce sera juste après cela. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Ça va? Très bien. Alhamdulillah. Un peu triste, beaucoup triste même oui. d'ailleurs. Un peu triste parce qu'elle reste quand même un symbole à part entière. Oui, une icône à part entière, effectivement. Une icône, alors Badilala,
c'est pas simplement une icône, c'est quelqu'un qui a inscrit son nom, bien sûr, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de Tamanrasset et de toute la région, en fait, hein, toute la région du Sahel et même du monde entier, puisqu'elle est allée avec les Tinariwen se produire dans plusieurs pays, les États-Unis, la France, enfin un peu partout. Elle est allée partout et donc elle a rayonné. Et en rayonnant, là, bien sûr, c'est l'Algérie c'est tous les arts de l'Algérie qui rayonnent avec elle. C'est la musique, mais aussi le chant, c'est aussi la poésie, c'est la tradition. La tradition des gens du Sahel, de l'Algérie, des Touaregs et de Tamanrasset. Mais Dilela, elle est née à Ain Ghazam. Elle fait partie de la tribu des Kel Adar. C'est la drare des Ifouras, pardon. Voilà. Donc, c'est la fille de c'est Walet Salim ou Salem. Et elle est arrivée, on va dire, à Tamanrasset dans les années 70, 80, 90. Et c'est cette période-là où elle va connaître les Tinariwen. Alors, ils vont aller chez elle parce qu'elle organisait des soirées, des rencontres où le Tindi se jouait, où les gens de Tamanrasset, les Touaregs se retrouvaient. Ce qu'on voit, c'est Nour, l'artiste peintre. Kamel Nour, je l'ai reconnu. Exactement. Qui lui, immédiatement, a rendu hommage à sa manière. J'ai envie de dire qu'il y a eu un sentiment national. Tout le monde a posté la photo qu'il a avec les Tinariwen ou alors avec Bedilela. Tout le monde a eu un mot gentil, une pensée, un hommage sur les réseaux sociaux, partout. Les médias en ont parlé, pas qu'en Algérie d'ailleurs. Hein. Il y a eu des articles qui ont été faits de par le monde parce qu'elle était connue et parce que elle a beaucoup apporté. Alors qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté le Tindi guitar. C'est lorsqu'elle a rencontré lorsque les Tinariwen sont allés chez elle, on va dire dans les années 80-90, à Tamanrasset, dans ces soirées, il y a eu un mélange de styles. Et ce style, il est extraordinaire. Déjà à la base, le Tindi, ou le Tindi, est un style extraordinaire. Il existe en Algérie, bien sûr, mais il existe dans les pays autour, et il est à quelques différences près. Alors chez nous, comment il se pratique? Il se pratique bien sûr l'ancien Tindi, pas ce qui se fait aujourd'hui un peu partout, ce qui est festif, ce qui est, on va dire, socialiste, ça socialise les gens, c'est des rencontres extraordinaires, mais à la base, le Tindi, c'est un traitement magico-thérapeutique. Lorsqu'une femme en particulier tombe malade, alors au moment de se marier, on va dire la haine, le mauvais œil, les djinns, toutes ces... on va dire une petite dépression. Alors la dépression post-accouchement. Post-natale, oui. Exactement. Postpartum. Tout ça crée que la femme a subi des changements et dans la culture, dans la tradition, dans ce qui se passe dans ces régions, il soigne ça par le Tindi. Il a un pouvoir magique en fait lorsque les femmes, parce que ce sont les femmes qui jouent au Tindi, et elles jouent entourées d'hommes sur des chameaux. Et les chameaux, quand ils se déplacent, parce que c'est un art aussi, les pas des chameaux suivent le rythme du Tindi, se dépasse le rythme du Tindi, oui. Voilà, il y a des femmes qui tapent sur le Tindi, qui ont en fait un mortier recouvert d'une peau de chèvre qu'elles humidifient, mais elles l'humidifient à longueur de temps pour qu'il ne s'assèche pas complètement, ou alors elles mettent de l'eau dedans. Le Tindi en Algérie ne ressent pas celui qu'il y a dans les autres pays autour, par exemple. Donc les femmes jouent, il y a deux femmes qui tapent sur on va dire le tambour, le Tindi, sur le mortier, et les autres, elles tapent des mains. Et le chameau, en fait, fait le tour. Les chameaux font le tour autour de ce groupe de femmes, et les chameaux se déplacent au rythme des sonorités, en fait, des mains qui claquent et des mains sur les tambours. Voilà, j'ai réussi à le dire. Voilà, donc c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est quelque chose qui se joue de nuit comme de jour et à diverses occasions. Maintenant, on va dire, j'ai presque envie de dire, il s'est démocratisé, on le joue partout. Voilà, même à l'étranger, même à Boston, ils ont joué avec les Tinariwen. Mais c'est aussi, alors, Bedilela a créé une association dans les années 90, ça s'appelait Isakta, qui veut dire souvenir, ou souvenir, nostalgie, dans ce sens. C'est une femme qui a énormément, c'est une artiste, une grande artiste, alors de par sa voix, elle l'a appris de sa mère, qui l'a appris de sa mère. C'est quelque chose qui se transmet de mère en fille, en fait.
elle l'a partagé. Elle l'a partagé avec tous les jeunes Touaregs qui sont venus chez elle, à Tahkar, à Tamanrasset, pour l'écouter jouer, pour l'écouter chanter. Et ce qu'elle chante et ce qu'il chante aujourd'hui, c'est de la poésie. Alors de la nostalgie, de la poésie, ce sont des poèmes tristes, mais des poèmes aussi de joie, parce qu'il y a, on joue aujourd'hui le Tindi dans des célébrations de mariage ou autres festivités, voilà. Voilà. Alors il pensait pour sa fille, Aïcha, bien sûr, voilà. on la connaît très Aïcha bien. Badi, une amie d'ailleurs, avant Jour d'Algérie, une amie à la télévision, une amie qui à l'Algérie. l'accompagne, voilà, qui l'accompagne dans ses festivités. C'est toujours qui vient accompagnée. toujours, Elle s'est toujours occupée de sa maman. mère jusqu'à ses derniers jours en fait. Elle était avec elle, elle était à son chevet. On la connaît, Aïcha, on les connaît tous en fait. Pourquoi? Parce que elles ont été présentes pour le festival international de Tinhinan à Tamanrasset depuis le début. Elles ont accompagné les festivités, elles ont transmis cet art, elles ont partagé avec beaucoup de tous les jeunes en fait, les générations qui ont suivi, et bien sûr. Ça participe du patrimoine national et mondial, hein, parce qu'il se joue un peu partout. On peut pas l'oublier, c'est une irremplaçable. C'est la maman de Tinariwen, ils le disent, elle l'a dit à plusieurs reprises. Moi, je pourrais pas dire qu'elle est la mère spirituelle des Touaregs. La mère spirituelle des Touaregs et la mère fondatrice des Touaregs, c'est Tinariwen. Mais elle, c'est la mère, on va dire, la marraine, celle qui a accompagné tous les artistes durant leur parcours. Elle les a inspirés, elle les a fédérés, elle les a... parce que très souvent, ces jeunes ne travaillaient pas, mais ils avaient la musique et ça a été leur métier. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des guitares, encore moins pour les Tinariwen aussi, ils ont galéré pour avoir des cordes, même si aujourd'hui c'est des stars internationales, ils n'avaient même pas de quoi, ils trouvaient même pas les cordes pour, ils ont joué à 2 cordes ou 3 cordes, parfois une, pour travailler, pour se produire, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nos sincères condoléances à toute sa famille, à nous déjà, à tous les artistes, à tous les Touaregs. Voilà. C'est une perte, effectivement. C'est une perte, mais ce qui est un peu exceptionnel avec Badilala, c'est qu'elle a beaucoup transmis. Elle a beaucoup transmis. Donc c'est pas un travail qu'elle a gardé à son niveau, mais elle a beaucoup transmis. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la musique, la musique touareg, elle est entre de bonnes mains. Elle est en excellente main, j'espère. Il y a la relève, il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a des festivals, il y a le festival de la chanson Amazir qui a lieu. Et puis un travail qui a été fait par le ministère sur ce travail. Exactement, par le ministère de la Culture et aussi l'ANDA, et qui regroupe... Le travail, encore une fois, pour la préservation du patrimoine. Exactement, le patrimoine immatériel, parce que c'est quelque chose qui se transmet par l'oralité, qui se transmet par la pratique. Si cette pratique s'arrête, ce serait dommage, et dommage pour nous, pour le monde, pour la musique, pour la poésie, pour tous ceux qui aiment le désert. Et donc il y a ce coffret qui a été fait, ça rassemble beaucoup on va dire, de pratiques, Tasmar, Taznart, je l'ai mal prononcé, c'est clair, le Tindi, mais aussi l'Imzad. L'Imzad aussi, qui a été inscrit à l'UNESCO. Effectivement. Patrimoine mondial. Et ça explique aux gens ce que c'est. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup. C'est bien là d'être revenu, d'avoir fait ce petit hommage donc, à Badilala, qu'on a beaucoup aimé, avec qui on a travaillé. Effectivement. On se voit vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Au revoir. يا تطيب ودريوك شاف يا بنية بيقا غسمان وكدا يندك داتك اللان يمين لها ينار طوهاض دعمان لها